Dans ce bonus, nous allons voir brièvement un usage concret du logiciel Vernet-L. Mon idée n'est pas de montrer le fonctionnement du logiciel, qui est assez simple, mais de voir quel peut en être l'usage dans le cadre du bilan multilingue. Il y a quelques mois, j'ai reçu une famille chinoise parlant mandarin. La plainte était que l'enfant ne parlait pratiquement pas, ni en mandarin, ni en français. Lors de l'anamnèse, il est ressorti que la famille ne parlait que le mandarin avec les enfants. Il y avait deux enfants, un petit et un plus grand. Le papa était en Suisse depuis plus de 10 ans et il parlait très bien français. La maman en Suisse depuis environ 7 ans ne le parlait pratiquement pas, juste quelques mots. Dans le panorama des langues, il apparaissait uniquement le mandarin dans le cadre familial, que ce soit à la maison et hors de la maison, et uniquement du français à la crèche et à l'école. Le projet familial était lui aussi très clair, c'était se fixer définitivement en Suisse. Les parents trouvaient qu'en Suisse, la compétition pour obtenir des emplois était beaucoup moins forte qu'en Chine, et ils pensaient que c'était mieux pour leurs enfants de pouvoir être ici. Ils trouvaient que la vie était plus facile. La discussion sur le rapport entre les langues n'a montré aucune diglossie dans la représentation des parents. La famille est très fière d'être chinoise et parfaitement consciente de la puissance à la fois économique et culturelle de leur pays. Donc de ce point de vue-là, tout était en ordre aussi. La description par les parents du langage de l'enfant montrait qu'il parlait très peu en mandarin, d'une manière peu compréhensible, qu'il avait un lexique très limité et qu'il parlait encore moins en français. Son langage était par ailleurs entremêlé de mots d'anglais. Il s'est avéré par la suite que ça venait de la gestion des écrans et que l'enfant avait un accès illimité à YouTube. Et c'est là qu'il apprenait des mots d'anglais qu'il mélangeait avec son mandarin. Il avait développé notamment le vocabulaire de ce qu'il voyait dans des dessins animés, ainsi que des expressions idiomatiques comme "Oh my goodness". Le premier entretien qui s'est déroulé avec un interprète, pour éviter au papa de devoir faire la traduction à la maman, n'a pas donné d'informations particulières supplémentaires sur les langues. L'interprète a confirmé ce que disaient les parents par rapport à l'enfant, à savoir que le niveau de mandarin était extrêmement faible. Lors de mon bilan, j'ai administré Vernéel et j'ai pu voir que, en effet, le niveau lexique en compréhension était faible, mais qu'il était néanmoins significativement meilleur en chinois qu'en français. Le bilan en français a été très difficile à mener, mais il a montré des compétences de motricité normale, des capacités articulatoires dans les normes, mais par contre une grande difficulté à acquérir du lexique, une quasi-incapacité de répétition de pseudomots, une certaine agitation lors des tâches qui présentent une difficulté, et puis une grande peine à mettre du sens dans les activités. C'était un enfant qui restait beaucoup dans la manipulation. Ensuite, j'ai réadministré Vernéel avec les parents dans l'idée d'entamer un dialogue entre les parents et l'enfant, entre les parents et moi, sur la langue, sur les formulations qui sont proposées, sur l'accent, sur le vocabulaire. Je voulais créer une forme de dialogue pour discuter spécifiquement du mandarin. C'est souvent ce qui se passe. Les parents mettent en évidence des différences entre la version proposée et la version familiale, et puis ils peuvent ensuite en parler, mais ce n'est pas ce qui s'est passé cette fois-là. Cette fois-là, il s'est avéré que si le papa parlait réellement le mandarin, la maman parlait une autre langue chinoise et n'avait appris que tardivement le mandarin. Sa langue maternelle était le Hakka. Ça m'a beaucoup surpris car rien n'était apparu lors du premier entretien, ni de la part de la famille, ni de la part de l'interprète qui avait pourtant parlé avec la maman. Or, le Hakka n'est pas intercompréhensible avec le mandarin. En creusant un peu plus ces informations, il s'est avéré que la famille perçoit de manière très différente la langue maternelle de la maman et le mandarin. Le mandarin est très valorisé, alors que le Hakka est considéré comme un dialecte sans importance. C'est un dialecte qui est parlé par 33 millions de personnes quand même, hein. L'information n'est pas apparue lors du questionnaire sur le bilinguisme parce que la famille n'est pas fière de cet élément-là. Ils ne sont pas fiers que la maman ne parle pas le mandarin de manière native. Et ils ont utilisé tantôt le terme de mandarin, tantôt le terme de chinois. Mais c'est ce qui se fait habituellement, donc ça ne m'a pas interpellé.
Cette information qui est apparue a été essentielle pour pouvoir remettre chacune des langues à sa place et pouvoir entamer un processus afin que l'enfant se remette en route. J'ai d'abord pu mieux comprendre ce qui se passait pour les enfants. Le papa travaille beaucoup, il est dans la restauration, donc il n'est pas très souvent là. C'est donc la maman qui s'occupe des enfants, et puis son mandarin est pas un mandarin natif, et puis il n'est pas habité de la même manière que elle pourrait le faire en Hakka. L'input n'a pas les mêmes qualités ni linguistiques, ni surtout émotionnelles du Hakka. Elle ne connaît pas les comptines en mandarin, elle ne connaît pas toutes les choses qui tournent autour de l'enfance dans cette langue-là. C'est pas dans cette langue qu'elle a été éduquée et elle a de la peine à retransmettre dans une autre langue ce qu'elle n'a pas reçu dans cette langue-là. L'usage de Vernet dans cette situation m'a permis de découvrir plusieurs choses. D'abord que le mandarin avait une avance significative sur le français, qu'il est donc moteur de développement et qu'il est possible de mettre les parents aux commandes de ce développement-là, de leur indiquer plus ils développeront le mandarin, plus l'enfant pourra progresser en français. Ensuite, la situation de diglossie a pu être explicitée et on a pu redonner une place au Hakka. J'ai expliqué l'importance de véhiculer les émotions dans la langue pour entrer dans la communication, mais il n'a pas été question pour eux de parler le Hakka aux enfants. La diglossie est trop grande, c'est le mandarin qui doit être utilisé. Il se trouve qu'ici, on peut trouver des Chinois, mais ils parleront le mandarin, ils ne parleront pas le Hakka. C'est leur langue véhiculaire de toute façon. Donc, il a fallu qu'on fasse des compromis. J'ai demandé à la maman d'introduire au moins les aspects culturels du Hakka, avec un petit peu de langue, à savoir les chansons par exemple qu'elle peut faire en Hakka, les comptines, ce genre de choses, et puis d'essayer de transmettre au maximum les émotions dans ces moments-là. L'idée étant de recréer un lien entre les enfants et la culture de la maman. Comme c'est le papa qui est natif de la langue, il a été décidé qu'il prendrait plus de temps pour interagir avec les enfants. Il a donc participé à des séances, parce que jusque-là, il était dans l'action, à savoir il leur achetait des jeux pour les stimuler, mais il ne jouait pas avec. Donc là, on a pris le temps de jouer, de montrer au papa comment interagir avec son fils, et les deux ont pris beaucoup de plaisir. La maman était présente, elle a pu participer, et elle aussi a pris beaucoup de plaisir. De cette manière, nous avons remis en place les différentes langues, le mandarin pour le papa, un mandarin un peu plus fonctionnel, et le Hakka et la culture du Hakka pour les émotions, et le français en dehors, à savoir à l'école et à l'orthophonie. Au bout de quelques semaines, avant même que des progrès langagiers ne se manifestent, l'enfant a commencé à mettre du sens dans ses activités. Lui qui était jusque-là uniquement dans la manipulation est entré dans la communication et l'interrelation. On a pu commencer à faire des jeux de règles, respecter les tours de jeu, les tours de parole, introduire des jeux autour du langage, et tout ça a pris du sens pour lui. L'utilisation de Vernéel m'a donc permis, en montrant que le mandarin était en avance sur le français, de mettre les parents en situation de faire progresser leur enfant. Jusque-là, ils étaient un petit peu désemparés. Leur montrer qu'ils avaient déjà fait quelque chose et que par conséquent, ils pouvaient continuer et améliorer les choses. Ensuite, dans la tête de l'enfant, on a remis en place les différentes langues, les différents rôles. On a par ailleurs travaillé sur les écrans pour faire disparaître les traces d'anglais qui venaient parasiter le développement. Et puis nous avons décidé de réévaluer l'enfant avec Vernéel dans quelques mois pour voir les progrès en mandarin, pour valoriser les efforts de la famille dans ce domaine-là. En l'occurrence, l'utilisation du logiciel m'a ouvert la compréhension de la situation et m'a donné les moyens d'entreprendre quelque chose d'efficace avec l'enfant. J'aurais pu le faire avec d'autres matériels, mais je ne pense pas que j'aurais réussi à le faire si j'avais pas eu quelque chose de concret à donner à la famille. Par exemple, un livre sur lequel on aurait pu discuter. Parce que la diglossie était tellement forte
que parler de la langue maternelle de la maman était une sorte de tabou. Donc, en rentrant concrètement, en les mettant face à de la langue, j'ai réussi à franchir cette étape-là. Bon, évidemment, il fallait que le lien thérapeutique soit déjà fort, sinon rien n'en serait ressorti. Mais au final, le passage par cet espace d'interculturalité dans lequel on amène la langue maternelle de l'enfant me semble vraiment le point essentiel dans ces bilans multilingues. Et c'est ce que je voulais montrer à travers cet exemple. Verneel, qui est mon logiciel, est tout à fait taillé pour le faire, mais il y a d'autres moyens de le faire aussi. L'important, c'est véritablement d'aller au cœur de la problématique linguistique pour la faire évoluer. Voilà, c'est la fin de ce petit bonus. J'espère qu'il vous aura plu et n'hésitez pas à le partager.